Vladimir Poutine a dit qu'il allait poursuivre ses objectifs jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Emmanuel Macron a versé une petite larmichette en disant bon, c'est quand même grave ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que on s'enfonce dans la mauvaise foi. C'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les mêmes histoires de dormir debout du début du Covid en 2020 où on racontait tout et son contraire. Et là, on raconte à nouveau tout et son contraire alors que la situation, elle est limpide. C'est-à-dire quel est le problème, en fait? Parce que c'est quelque chose qui peut s'arrêter dans les 5 minutes. L'Ukraine, c'est une zone tampon vis-à-vis de la Russie, donc qui est intégrée à la Russie, puisque c'est vrai que au niveau, par exemple, du blé, c'est un grenier de blé avec la Russie, et puis il y a un certain nombre de matières premières aussi dans le sous-sol qui sont des matières premières stratégiques. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la velléité de se séparer du bloc. Donc russe, mais la chose c'est que jusqu'à présent, au-delà de tout ce qui s'est passé, l'accord avec l'Europe n'incluait pas le fait que l'Ukraine intègre l'OTAN. Parce qu'en intégrant l'OTAN, c'est-à-dire création de bases militaires américaines en Ukraine avec installation de missiles. Bon. Probablement nucléaires d'ailleurs. Voilà, naturellement. Mais je tiens quand même à rappeler à tous les amnésiques qu'à l'époque où nous étions des gamins, il y avait un problème qui était exactement identique avec Cuba. C'est-à-dire que Fidel Castro, qui avait chassé la gabegie américaine à l'époque donc du gouvernement qui était pro-américain, a installé un régime qui était un régime d'instauration d'une certaine droiture, et devant la menace qui planait contre lui au niveau de l'Amérique, il a passé une alliance avec les Russes. Et les Russes ont dit, bah tiens, c'est une excellente occasion, comme Cuba est pas très loin des États-Unis, on va y installer une base militaire. Avec quelques petits missiles. Avec des missiles capables donc de frapper et de toucher les États-Unis. Donc il y avait des sites particuliers où il y avait effectivement déjà des installations qui étaient prévues pour ce genre de choses, en tout cas pour constituer une menace vis-à-vis des Américains. Et là, ça a été un déluge, c'est-à-dire que ce que Poutine fait aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe, c'est en hors taxe, hein, parce que ce que les Américains ont fait à l'époque, c'était en TTC, c'est-à-dire que s'il fallait rayer Cuba de la carte avec un missile atomique, mais ils le faisaient sans aucun problème. Clairement. D'ailleurs, ils l'ont rayé économiquement. Hein. Non, ils l'ont rayé économiquement parce que l'embargo que Cuba subit encore jusqu'à aujourd'hui vient de ça. On ne va pas tourner autour du pot. On sait très bien que c'est l'alliance avec la Russie qui a fait qu'il y a eu cet embargo et c'est, je dirais, ce climat d'hostilité entre Cuba et les États-Unis. Combien de fois on a essayé d'attenter à la vie de Fidel Castro? Mais le hic du hic, c'est que l'Amérique a quand même armé des Cubains, formé des Cubains militairement, leur a fait un bourrage de crâne et les a amenés sur les côtes cubaines pour tout simplement prendre d'assaut Cuba et récupérer le pouvoir avec l'aide de la logistique militaire américaine. Et c'est la fameuse baie des cochons qui s'est terminée en un bain de sang, puisque Fidel Castro, qui se réveille non pas à 5 heures mais à 4 heures du matin, donc lui a vu venir l'affaire, a organisé donc la riposte et a liquidé toute cette embuscade américaine qui était venue. Donc la chose c'est que on peut pas dire ce qu'on dit aujourd'hui en oubliant que l'Amérique a eu un comportement, mais une déferlante de violence extraordinaire contre Cuba. Je pense que beaucoup de gens qui ont un certain âge se rappellent le combat du Che, enfin tout est parti de là. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu cette levée de bouclier contre le colonialisme avec le fait d'extrader des soldats cubains sur le sol africain. Et à partir de là, l'aide aussi au niveau de l'apartheid, au niveau de Nelson Mandela, qui a été donc acclamé là-bas à Cuba avec Fidel Castro. Il y a des images, il y a quand même tout ça. Donc ça veut dire que toute cette affaire-là, ça a quand même modifié beaucoup la texture des relations dans la Caraïbe. Enfin, on a subi cette affaire-là aussi, d'une façon. Donc aujourd'hui, l'espèce de cinéma que les Occidentaux font vis-à-vis de la Russie, mais c'est indigne. C'est indigne des Occidentaux. Vous êtes surjoué, c'est trop dans c'est-à-dire beaucoup dans l'émotion. On parle de Poutine comme étant le diable, alors que le gars a raison, franchement. Le gars, il dit, moi, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas construire une base militaire devant chez moi. Et comment l'Occident fait pour faire fi de cette information-là? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans ce scénario-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, parce que les gens parlent quand Poutine parle de nazis en Ukraine, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nazis non financés
je dirais, ça reste de l'idéologie. Et à partir de là, bon, il y en a un peu partout, partout à travers le monde. Que, bon, je dirais, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Bon, mais il y a une expression qui va se faire. On va faire une marche dans la rue, on va porter un drapeau, machin. Mais là, en Ukraine, ils sont financés. Là, ils sont armés. Là, c'est différent. C'est-à-dire que on a bien vu que du gouvernement. Hein, oui, c'est-à-dire vis-à-vis du Donbass. C'est-à-dire que eux, ils sont anti-russes. Donc tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est eux qui ils font partie de l'armée. Ils font partie de l'armée, c'est eux qui sont aux avant-postes pour affronter la Russie, puisqu'ils sont anti-russes. Donc à partir de ce moment-là, regardez bien ce qui se passe. C'est la première fois qu'on a mis des petits jeunes de 18 ans à la tête d'État. Quand vous regardez toute une série de pays, c'est un tas de petits jeunes. Avant, on mettait quand même des gars qui avaient 60 ans, en fait. Des gars, tu voyais qu'il y avait... Là, on a un petit... Tous ces petits jeunes-là sont va en guerre, font n'importe quoi. Vous voyez, il y a plus de sagesse, il y a plus de perspective sur 10 ans, 20 ans. Tout le monde est à court terme au jour le jour. Donc, il fait que ça dérègle complètement, je dirais, le climat des rapports. On est dans des oppositions en permanence avec des gens susceptibles. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait que la raison ne l'emporte plus. Parce que, pourquoi la raison ne l'emporte plus? On le voit. Vous n'allez pas demander à des habitants d'aller affronter une armée je dirais organisé, dont c'est le métier. Et pourtant, c'est le cas. Parce que là, vous avez affaire à des gens qui ont c'est-à-dire qui ont des contentieux par rapport à l'histoire depuis l'affaire de la deuxième guerre tribale européenne et qui veulent faire une prolongation. Donc à partir de là, c'est l'occasion de faire la prolongation. Normalement, la raison, c'est dire, bon ben ok, on accepte de revenir une zone tampon, on fait pas de base militaire occidentale sur notre territoire, et l'affaire est terminée. Mais là, vous avez des gens qui veulent en découdre. Oui, mais ils ont l'impulsion. Le problème, c'est que le président Zelensky et l'Ukraine ont effectivement l'appui de l'OTAN et donc mais quel appui de l'OTAN qu'ils ont? À part c'est le chien, bon les caravanes passent. Hein. Pour le moment, le chien ne fait qu'aboyer. Parce que parler de l'OTAN là, hein. Qui reste en retrait, qui finance, mais qui reste en retrait. Franchement, c'est pas sérieux, d'accord? C'est-à-dire que j'avoue là, qu'ils veulent pas faire d'opération. C'est parce que tu as un fou à la tête d'un pays qui veut en découdre, mais qui prend son petit délire personnel pour le transposer à sa population. Mais il y a un moment, il faut quand même être sérieux. C'est-à-dire que tu es au service de la défense de ton pays. Lorsque la menace elle est trop sérieuse, tu trouves une façon de calmer les choses. Vous voyez, où tu fais appel à des négociateurs de manière à faire en sorte qu'il y ait des négociations et que les choses soient un retour au calme. L'affaire, c'est très simple. De toute façon, l'Ukraine, à la place des Russes, n'aurait pas accepté. L'Amérique n'a pas accepté quand Cuba est devenu une plateforme militaire russe. Ils n'ont pas accepté, non? Non. Donc qui peut accepter un truc pareil? Qui peut accepter un truc pareil? Donc c'est pas possible. Maintenant, la Roumanie, que tous les Européens traitent comme des Roumanichels, on leur dit oui, mais on va organiser des bases arrières. Et qui va prendre toutes les bombes russes? Les Roumains, et on va les dédommager comment? Déjà, on les traite comme des moins que rien, des SDF partout, on les chasse de partout. Et maintenant, on demande aux Roumains de servir d'aide. Mais quand même. Après, il y a un autre point, effectivement, qui nous alerte en tant qu'afro-descendants, c'est que Vladimir Poutine est beaucoup jugé, soi-disant, pour le fait qu'il racialise les populations, qu'il hérite... Non, c'est-à-dire que non, la problématique de fond, ce qui soulève, c'est ce que tout le monde sait. C'est-à-dire dans les personnes évacuées, on voit que les ressortissants chinois, les ressortissants indiens, les ressortissants africains ne sont pas invités à monter dans ni les bus ni les trains d'évacuation. On veut les faire aller rejoindre la Pologne en traversant les territoires de combat en marchant. Donc là, et où on en appelle à leur ambassade pour venir les chercher dans une zone de combat. Donc là, vous voyez que là, par contre, c'est parce que attention. Poutine n'en veut pas à ces populations. Il a lui-même dit encore aujourd'hui qu'il était partant pour faire un couloir humanitaire pour créer une zone où il pouvait circuler et sortir du pays sans subir donc de représailles militaires. Ça a été refusé par le pouvoir ukrainien. Parce qu'il faut bien comprendre que là, en tout cas, au niveau de l'Occident, on veut jouer au mélodrame. Une situation en disant oui, mais quand les Américains ont armé des Cubains pour attaquer les Cubains à Cuba,
Est-ce qu'il y avait même des caméras pour regarder ce qui se passait? Là, c'est parce que l'Ukraine est de mèche, donc et partisane avec eux, qu'ils envoient aussi et ils permettent aux journalistes de sillonner avec des caméras. C'est quand même assez scénarisé. Des deux côtés, c'est très scénarisé parce qu'on n'avait pas ça quand c'était l'Irak, on n'avait pas ça quand c'était l'Afghanistan, on n'avait pas ça quand c'était Kadhafi. Exact. On avait des images, c'était la guerre sans images. Enfin, faut voir le discours qu'on connaît à l'époque, les régies médiatiques. On n'avait pas d'image de l'intérieur, on voyait pas ce qui se passait. Là, on a la guerre en live. Rappelez-vous, on bombardait la nuit. Oui. Donc on voyait des faisceaux de lumière partir et compagnie. Donc c'était quelque chose où on ne voulait pas montrer vraiment ce qui se passait à l'intérieur parce que les gens n'étaient pas fiers de ce qu'ils faisaient non plus. Là maintenant, la situation, elle est devenue totalement ubuesque, où on va bloquer, par exemple, des avoirs russes, alors que la Russie n'est pas cliente de l'Europe. La Russie est un fournisseur. C'est-à-dire, si vous arrêtez, il arrête de vous fournir. Sauf que ce que la Russie fournit, c'est quand même le blé. C'est stratégique. On a une augmentation drastique. Vous avez par exemple l'électricité qui est le prix de l'électricité arrimé au prix du gaz. Mais le gaz, c'est qui? C'est Poutine. Donc c'est-à-dire que quand tu l'empêches de faire SWIFT, mais SWIFT, c'est pas Poutine qui a créé SWIFT. C'est des firmes occidentales avec des... Donc, c'est-à-dire que... De toute façon, il a quitté SWIFT, ils l'ont éjecté de SWIFT, non, mais il a rejoint le système bancaire Atos a perdu 20% à la bourse d'entrée de jeu. Et beaucoup de cours boursiers ont dévissé par rapport à ça. Parce que ça crée une instabilité. On sort du Covid. Moi, ce que je trouve très étrange, c'est comment les Européens font pour accepter des Américains des décisions qui déstabilisent toute l'Europe après la crise de Covid. Incroyable. Ils peuvent dire aux gens, bon, attendez, on se remet d'abord de la crise Covid, on va voir un petit peu comment les choses se passent, on temporise. Non, là, ils partent dans un truc qui est encore pire que la crise Covid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, demander aux gens les élections françaises, le discours d'un tel, ça n'intéresse plus personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette problématique ukrainienne-russe, et il faut quand même admettre que quand quelqu'un est un minimum sérieux dans sa compétence de l'analyse géopolitique, il peut pas donner à Poutine tort. Notre gouvernement, pourtant, ils sont peut-être pas bons en géopolitique alors. L'Amérique a fait la même chose avec Cuba. Et ils ont mis Cuba sous embargo jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on sait. Voilà. C'est un dossier dont on est au courant. Et c'est Obama qui a un peu, je dirais, détendu l'atmosphère. Puis finalement, l'atmosphère a été retendue par la suite. Mais cette détente d'atmosphère n'était valable que si Fidel rencontrait le pape. Donc on se dit, mais qu'est-ce que le pape a à voir avec cette affaire-là ? Parce que le rôle du pape, c'est d'empêcher justement qu'il y ait l'embargo, pas de venir absoudre les choses après que l'embargo ait eu. Enfin bon, bref, tout ça c'est du abracadabra et je t'embrouille, mais toujours est-il que c'est quand même une période assez particulière où on voit bien, en tout cas une chose, c'est que quand je parle de l'ère du Verseau, bon, c'est pas une blague. C'est-à-dire ceux qui avaient encore des doutes, je pense que là, plus personne ne va douter que le changement d'air, mais j'arrête pas de le dire, le changement d'air, clairement, c'est dans un gros chamboulement. Vous pouvez pas imaginer et pourtant, nous sommes pas encore au dérèglement climatique sérieux et des choses machin. Nous en sommes qu'à des petites tensions et des machins. Mais vous voyez déjà à quel point ça crée un désordre. Mais c'est un désordre qui doit installer un nouvel ordre. C'est ça les enjeux, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que certains craignent que ce soit un désordre justement pour instaurer plus de chaos. On parle d'une Europe qui sera beaucoup plus divisée, retour peut-être de deux blocs qui vont s'affronter. Là, la situation, elle est quand même assez problématique parce que l'Italie donne 110 millions à l'Ukraine, les États-Unis donnent 56 millions. Donc ça veut dire que, vous voyez bien en fait qu'il y a des moyens financiers qui ne sont pas vraiment mis, ou il n'y a pas les moyens financiers qu'on espérait dans ces choses-là. Est-ce qu'ils ne sont pas fauchés, professeur, en fait? Non, ils sont fauchés. Ça, les Occidentaux sont fauchés. Non, c'est clair qu'ils sont fauchés. Mais il y a encore l'orgueil, et puis il y a la machine médiatique. Donc on essaye de jouer sur la machine médiatique pour faire tous les chiens aboyer de même concert. Mais ce que je dis quand même, faire passer... Poutine pour, je dirais, Frankenstein, non. Il faut quand même comprendre que le gars à la tête d'un pays, il doit sécuriser les relations et sécuriser son pays. C'est normal qu'il refuse qu'une base militaire de l'OTAN, qui plus est américaine, vienne s'installer là. Ça, c'est pas possible. Les Américains, ils savent très bien de quoi ils parlent, puisque quand la Russie a commencé à vouloir installer ses missiles à Cuba, non, ça a été une hécatombe américaine. On pourrait imaginer que, par exemple, le Mexique annexe une partie des États-Unis, une partie sud des États-Unis, et veuille peut-être implanter des armes nucléaires vers la frontière. Et que la Russie décide de faire du Mexique une base arrière russe aussi. Est-ce que les Américains prendraient ça?
Voilà. Mais non. Ça passerait pas dans Donc tous les cas. il faut arrêter. Et Je pense que la population malheureusement a un manque d'esprit critique réel. Elle se laisse embarquer dans des propagandes Après, les médiatiques. scénarios sont établis et puis on plonge effectivement la population dans un argumentaire. Moi, je vois qu'on est comme sur la gestion de crise Covid. Hein, c'est un avis. Et on n'a pas le droit d'avoir d'autres avis. RT France a sauté, Sputnik a sauté, Oui, donc les médias russes sautent et on n'aura finalement qu'un seul son de cloche avec un gouvernement qui nous dit Vladimir Poutine est un menteur, un fou, un psychopathe. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a toujours reproché à tout le monde, c'est-à-dire la pluralité des points de vue. Hein, c'était ça. Heureusement qu'on a dit qu'il y avait la liberté d'expression. Hein, heureusement que les gens étaient Charlie il n'y a pas si longtemps. Hein, vraiment, on se demande. Le vent a tourné depuis. Non, c'est-à-dire que le champ médiatique façonne les façons de penser d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire la personne peut voir vert, enfin le public va voir vert, on bâtit un plan médiatique, 2 secondes après les gens voient bleu, ils oublient que hier ils voyaient vert. C'est ça qui est très particulier. Et on rappelle aussi un point que Poutine a soulevé et que Ségolène Royal aussi a soulevé, c'est que la présence donc de l'OTAN en Europe justifie la présence de 60 000 soldats américains sur le sol européen, tandis qu'il y a 0 soldat européen sur le sol américain. Totalement.